Yo Noodle, c'est Bibiclo, ça va depuis le temps? En fait, je viens de faire une nouvelle vidéo, je voulais savoir si tu voulais venir pour y jeter un œil. Allez, ciao. Bonjour, ça va? Moi ça va bien, ça faisait longtemps, mais on est reparti pour un tour, et aujourd'hui on va se pencher sur Épicure. Épicure est né en 341 avant JC et grandit à Samos, où ses parents sont installés comme colons militaires athéniens. Son père, Néoclès, est prof, et sa mère est soupçonnée d'être une magicienne. Chelou. Fun fact, Pythagore vient aussi de Samos, mais ça c'était genre 200 ans plus tôt. Selon ses propres dires, Épicure commence à s'intéresser à la philosophie à l'âge de 14 ans, car un de ses profs n'a pas réussi à lui expliquer convenablement le concept de chaos chez Hésiode. On sait pas si c'est vrai, mais ça montre le désir d'Épicure de comprendre le monde tel un physicien, chercher une explication naturelle, solide à toutes les choses. On dit qu'un de ses premiers profs était un platonicien, Pamphile de Samos. Mais surtout, on pense qu'Épicure a été pendant 3 ans l'élève de Nausifane dans la ville de Théos. Nausifane, c'est un élève de Démocrite, et retenez bien ce nom. En tout cas, ça serait là qu'Épicure se serait accoquiné avec la théorie atomiste. Ouais, la théorie sur les atomes, quoi. En tout cas, il se désintéresse un peu de l'enseignement scolaire de l'époque, trop systémique à son goût. En effet, à ce moment-là, la mode c'est les gros systèmes philosophiques, la métaphysique et tout, et Épicure, lui, il veut plutôt du concret. Il va d'ailleurs se proclamer autodidacte, ce qui est assez intéressant. Épicure ne considère pas les enseignants qu'il a eus comme des maîtres à penser. Petite parenthèse. Démocrite, on en a vite fait parler dans la vidéo sur les présocratiques. En fait, c'est plutôt Leucippe qui est considéré comme le fondateur de l'atomisme. C'est-à-dire qu'il pense que toutes les choses sont constituées de tout petits machins qu'on peut plus diviser. Les atomes. Leucippe, il pense que toutes les choses sont illimitées, se transforment et que tout est un équilibre entre vide et matière. Pour faire gros, ça se rapproche vite fait ce qu'on appelle les atomes aujourd'hui. Bref, Leucippe a eu un élève, Démocrite. Lui aussi, c'est un partisan de l'atomisme. Atome, atomos en grec, ça signifie genre insécable, indivisible. C'est le plus petit machin de la matière qui existe et qu'on peut pas diviser en un truc encore plus petit. C'est surtout Démocrite qui va populariser cette théorie. Ouais, on dit théorie car à l'époque, les mecs n'ont aucun moyen de vérifier empiriquement si les atomes existent de fait. On reviendra là-dessus, mais en tout cas, la théorie atomiste tient la route. Elle émerge vers moins 440 avec Leucippe, continue avec Démocrite, et elle ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Revenons à Épicure. C'est lui le mec pas sourd. À 18 ans, Épicure part pour Athènes pour faire son service militaire. Ouais, c'était obligatoire pour obtenir la citoyenneté. Là, on sait pas trop, mais il a pu rencontrer Xénocrate, le successeur de Platon, et peut-être El famoso Aristote. En moins 322, il rejoint ses parents à Colophon. Ils se sont exilés là-bas à cause de la guerre lamiaque, guerre qui oppose plusieurs cités grecques, notamment Athènes aux Macédoniens, suite à la mort d'Alexandre le Grand. On va pas rentrer dans les détails de cette guerre, mais c'est un des conflits majeurs du début de la période hellénistique. Go check ça sur Wikipédia. Bref, pendant 10 ans, on sait pas trop ce que fout Épicure. On suppose qu'il étudie, qu'il voyage et qu'il affûte sa pensée et ses théories. À 32 ans, frais comme un gardon, Épicure commence à enseigner. D'abord à Mytilène, puis à Lampsaque pendant quelques années. C'est là qu'il va se faire de bons potes avec qui il restera en contact toute sa life. Hermarque à Mytilène et à Lampsaque, Métrodore, Léontus et ses femmes Thémista et Idoménée. Spéciale dédicace à toutes celles et ceux que j'oublie. En moins 306, à 35 ans, il revient à Athènes et fonde sa propre école, l'école du jardin. Vu qu'en face il y a 2 géants, l'académie de Platon et le lycée d'Aristote, Épicure va choisir un mode de fonctionnement alternatif et son école devient plutôt une sorte de communauté. Contrairement aux autres loulous, il accepte d'enseigner aux femmes et même aux esclaves. En tout cas, il s'en fout de savoir si t'es citoyen ou pas, que tu sois riche ou pas. Épicure vit paisiblement et met sans cesse ses pensées en pratique. Et le jour de son 72e anniversaire, Épicure meurt, sûrement de la prostate, et écrit une lettre à son disciple Idoménée, même si selon Cicéron, elle est adressée à son pote Hermarque. Bref, il écrit « Je t'écris cette lettre alors que je passe et achève en même temps le bienheureux jour de ma vie. Les douleurs liées à la rétention urinaire et à la dysenterie se sont succédées sans que s'atténue l'intensité extrême qui est la leur. Mais à tout cela a résisté la joie dans l'âme, au souvenir de nos conversations passées. Quant à toi, montre-toi digne de la disposition d'esprit que tu as manifestée auprès de moi depuis que tu es jeune, et prends soin des enfants de Métrodore. Épicure s'éteint en laissant derrière lui une postérité importante. Son enseignement théorique et son mode de vie se sont renforcés et ont évolué jusqu'à nos jours, en passant par Rome au 1er siècle avant JC avec Lucrèce. Mais assez parlé de la vie du bonhomme, on va maintenant voir ce que le mec a à dire. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci. Attends, c'est pas dans la vidéo ça? Ah bah si, t'aimes pas? Si, ouais, si, c'est bien, ouais, si.
Merci. Bon bah on va s'attaquer au gros du sujet et commencer à voir un peu c'est quoi la pensée développée par Épicure. Alors, on peut déjà s'intéresser à ce que c'est pas. Ouais, c'est un petit tips qui peut vous aider ça. On peut, pour définir une chose, commencer par dire ce que cette chose n'est pas. Ouais, ça peut aider à resserrer la définition de cette chose et à mieux cerner ce que c'est. Bah genre pour définir le mot péplum, on peut déjà dire qu'un péplum c'est pas une girafe. Attends, pas ouf cet exemple-là. Ah ça non plus t'aimes pas? Si, mais c'est pas ça. Allez, vas-y, continue. Ah bref, du coup il y a pas mal de fausses idées en ce qui concerne la pensée d'Épicure. Quand on parle de lui, on va tout de suite penser Carpe diem, faut kiffer la life, croquer la vie à pleines dents. Et ben nous on va voir que c'est pas du tout ça. Ah, pareil, on a tous déjà entendu parler d'un resto qui s'appelle l'épicurien. Genre être épicurien ça veut dire aimer la bonne bouffe et tout. Alors qu'en fait si les mecs en question avaient lu Épicure, ils serviraient juste du vieux pain et de l'eau plate et à la rigueur une petite cuillère de miel les jours de fête. Ouais, vous allez voir que chez Épicure on est loin de l'abondance, des plaisirs à outrance etc. et que le mec est quand même plutôt... Enfin bref, ces fausses idées qu'on a sur Épicure, ça vient justement des détracteurs d'Épicure. Et du coup, en voulant le discréditer, bah ouais, le mec il donne des cours à des femmes, à des esclaves, non mais t'imagines? Bah ils ont associé sa pensée à une sorte de vulgaire hédonisme. Eh l'hédonisme, tu sais ce que c'est? Bah ouais, l'hédonisme en gros, c'est justement le fait de vivre à 200%. Rock'n'roll. La confusion, ça vient du fait que pour l'hédoniste, le but de la vie c'est le plaisir, et pour Épicure, le but de la vie c'est le bonheur. Ouais, on va éclaircir tout ça. Hédonisme, ça vient du grec hédoné, qui signifie plaisir. On attribue cette doctrine à Aristippe de Cyrène, et du coup à l'école cyrénaïque. Bon, en gros, les hédonistes, ils considèrent que tout plaisir est bon à prendre, car sur le moment où on se fait plaisir, eh ben ça fait plaisir. L'hédoniste, il pense que le but de toute action, c'est toujours le plaisir. Et voilà la définition qu'on trouve dans le Lalande. Hédonisme. Toute doctrine qui prend pour principe unique de la morale qu'il faut rechercher le plaisir et éviter la douleur en ne considérant dans ces faits que l'intensité de leur caractère affectif et non les différences de qualité qui peuvent exister entre eux. Ouais, la confusion qu'on fait entre être hédoniste et être épicurien, ça vient justement des détracteurs d'Épicure, qui ont voulu montrer l'absurdité de la théorie d'Épicure en la simplifiant au maximum. Alors qu'en fait, Épicure, il tient la route de ouf. Mais à son époque, tout le monde l'a traché. Les stoïciens sont particulièrement vénères. Par exemple, Diotime publie des trucs merdiques en se faisant passer pour Épicure, histoire de le discréditer. Vu qu'il enseigne à des femmes, on l'accuse d'être un vieux perve. Bref, il se met à dos pas mal de monde. Genre Horace, Épictète, Plutarque ou encore Timon qui écrira « Ce porc, le dernier des physiciens et le plus chien, venu de Samos en petit maître d'école, le plus mal dressé des animaux. » Il est fort, hein. Il me met tarif, je me fais attaquer de toutes parts. Bah voilà, maintenant vous pouvez arrêter de dire « je suis épicurien » pour les mauvaises raisons. Lol. Ouais, c'est de là d'où vient l'image de la bonne vieille déprave. Mais je vous le dis, c'est pas du tout vrai. Et maintenant qu'on a vu qu'Épicure c'était pas ça, il va falloir commencer à s'intéresser à qu'est-ce que c'est vraiment. Bon bah on l'a déjà évoqué au début, Épicure se considère comme autodidacte. Certes, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas ses anciens profs comme des maîtres à penser, mais ça va aussi plus loin que ça. En fait, pour lui, ça veut dire que la vérité philosophique doit être vécue. Ouais, genre éprouvée physiquement par les sens et tout. Genre la philosophie, c'est une expérience qui passe par l'étude de la nature. Ouais, Épicure nous dit « Elle ne forme ni des vantards, ni des fabricants de formules, ni des individus, exhibant la culture convoitée du grand nombre, l'étude de la nature, mais des hommes vifs qui se suffisent et fiers des biens qui leur sont propres, non des biens d'occasion. » Attends, si je comprends bien, il suffit pas de connaître les choses, il faut aussi les avoir vécues. Bah ouais, en gros, la philo, ça sert pas à flex. Ça sert à être heureux pour soi et par soi. Genre, c'est pour ça que chez Épicure, y a pas de maître. C'est genre des guides, ils t'expliquent les bases, et après, toi-même, tu vas trouver la voie tout seul. Genre, c'est pas un système philosophique comme chez Platon ou chez Aristote. C'est un guide, un mode de vie, pratique. Ok. Bah genre, par exemple, même un gamin qui a aucune expérience, il va chercher le plaisir et fuir la douleur. Y a pas besoin de chercher midi devant la girafe. C'est quoi ton délire avec les girafes, là? Ouais, du coup, pour Épicure, le philosophe est forcément autodidacte. C'est l'enseignement de soi-même par soi-même. Mais ça veut pas dire que c'est un truc à faire en solo dans son coin. Au contraire, l'amitié est giga importante chez Épicure, à la fois parce que c'est cool, ouais, c'est agréable, et ça permet aussi la mise en commun des raisonnements personnels. Et donc de toujours s'améliorer soi-même avec les autres. Moi, je trouve ça plutôt classe. Vous vous rappelez que philosophie, ça vient de Sophia, la sagesse, et philia, l'amitié, l'amour. Et bah chez Épicure, c'est exactement ça. L'homme noble le devient véritablement en s'attachant à la sagesse, Sophia, et l'amitié, Philia. En elle, il y a d'une part un bien de la pensée, de l'autre un bien immortel.
Bah du coup, chez Épicure, il n'y a pas d'idéal abstrait, transcendant ou métaphysique. La philosophie, c'est ici un savoir pratique, un mode de vie accessible à tout le monde. Il faut philosopher tout le temps. Et ça, il nous le rappellera dans la lettre à Ménécée. Ouais, en gros, il faut toujours chercher à s'améliorer soi-même entre potes. Mais alors, Jamy, comment qu'on fait ça? Bon bah, chez Épicure, il y a 3 pans de la philo qui sont importants. D'abord la canonique, genre les outils de la pensée. La physique, c'est l'étude de la nature. Et l'éthique, la manière de vivre. Au final, on verra que la canonique est englobée dans la physique, qui est englobée dans l'éthique. Ah, je vous l'ai fait en gros, et après on rentrera dans le détail. Alors la canonique, c'est les canons de la pensée. C'est-à-dire les critères, les règles, ou bien les outils en ce qui concerne le vrai. Genre on accède à la vérité grâce à des outils. C'est ça la canonique. On peut déjà noter que pour Épicure, les sensations sont toujours vraies, et constituent donc un critère de ouf. La physique, on en a vite fait parler, c'est du matérialisme. Ouais, le mec adhère à la théorie des atomes. Bref, chez lui, tout est matière, même l'âme humaine, ou bien les dieux qui sont des agrégats particuliers d'atomes. Et enfin, il y a l'éthique, sûrement le truc le plus important chez Épicure. Bon, je vous l'ai dit, on rentrera dans le détail après. Mais en gros, l'éthique chez Épicure, c'est te prends pas la tête sur les trucs que de toute façon tu peux pas contrôler, et limite au maximum tes besoins pour n'être dépendant de rien du tout. Ouais, ça peut paraître con, mais au final, vous allez voir, c'est plutôt classe, et on commence vraiment à sentir la différence avec le sens vulgaire du terme épicurien. Ouais, Épicure, il est plutôt du genre à pas manger pendant 2-3 jours si après il peut se faire un giga kiff en mangeant une pomme plutôt que de partir direct dans la démesure. Bon bref, on va voir tout ça. Le néant, tu le vois, ne peut engendrer l'être, il ne peut l'absorber, mais tu doutes peut-être de ces corps éternels que tu n'aperçois pas. Je vais donc te montrer et tu reconnaîtras que ces germes subtils, ces invincibles causes, n'en existent pas moins dans le tissu des choses. La physique, c'est l'étude de la nature. Ça vient du grec physis, qui signifie nature. Bref, dans ce qui nous reste d'Épicure, c'est dans la lettre à Hérodote où il en parle à Donf. Et l'étude de la nature, elle est pas gratos comme ça là pour le fun, elle sert à atteindre l'ataraxie. L'ataraxie, du grec ataraxia, c'est l'absence de trouble, la paix de l'âme, la sérénité ultime. Avec comprendre la nature et ce qu'est la nature, ça sert à nous apaiser, à pas avoir des opinions instables ou merdiques sur des sujets qu'on maîtrise pas. Et du coup, on comprend tout de suite que la physique, elle est subordonnée à l'éthique. Genre elle sert à avoir des connaissances solides et du coup à être serein. Ouais, gardez bien en tête que chez Épicure, le but de la vie, c'est le bonheur. Ouais, Épicure, avec la physique, il cherche à poser une base naturelle solide. Ouais, aujourd'hui, on dirait presque une base scientifique. Bref, une base solide qui ne permet pas le doute et donc ne permet pas le trouble. Ouais, il nous dit par exemple que si les doutes sur les réalités célestes ne nous perturbaient pas du tout, ni ceux qui ont trait à la mort dont on redoute qu'elle soit jamais quelque chose en rapport avec nous, ou encore le fait de ne pas bien comprendre les limites des douleurs et des désirs, nous n'aurions pas besoin de l'étude de la nature. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il ne faut jamais arrêter de réfléchir, d'étudier la nature et de philosopher. Car comme on dit, c'est pas la destination qui est importante, mais c'est le voyage. Et ce qui fait kiffer, c'est pas de trouver un truc potentiellement vrai, mais de chercher sans cesse. C'est la réflexion et la recherche qui rend heureux. Ah ouais, heureux d'être content quoi. Ouais. Pour les autres occupations, après maturation, le fruit vient péniblement, mais pour la philosophie, l'agrément se rencontre avec la connaissance, car la jouissance ne vient pas après l'apprentissage, mais apprentissage et jouissance vont de pair. Tu vois, moi ça me fait penser à Confucius, genre au taoïsme et tout. Ok. Il faut donc étudier la nature, chercher à la connaître, afin de virer toutes les fausses idées qu'on peut se faire sur des phénomènes ou des trucs qu'on comprend pas. Il faut souligner que c'est assez scientifique comme démarche, car vu qu'Épicure il considère que tout n'est que matière, tout est mécanique et donc potentiellement tout est connaissable. Tu vois, c'est genre un peu l'ancêtre du positivisme, de l'empirisme et tout. Genre Pépé Épicure, il pose les bases. Et c'est un peu ce qu'aujourd'hui on appelle la science. Ok, mais on s'éloigne un peu là, non? Allez, on focus. Pardon. Les atomes. Comme chez Démocrite, pour Épicure, l'être est un grand tout. Tout n'est que matière, et cette matière n'est faite que d'atomes. Vous vous rappelez, les atomes, c'est des tout petits trucs minuscules là. Ils bougent dans le vide, et suivant la manière dont ils s'assemblent, ça crée des trucs plus ou moins différents. Du coup, une naissance, c'est une nouvelle agrégation ou une composition d'atomes. Et une mort, c'est une désagrégation. Quand un amas se sépare et que les atomes qu'il composait repartent se balader dans le vide. Ouais, tout est matière et vide. Vraiment, s'il y a 2 trucs pour résumer la philo d'Épicure, c'est ça. Petit 1.
L'univers, c'est-à-dire le grand tout, est composé d'atomes et de vide. Petit 2, la connaissance de cet univers, donc de la vérité, permet d'atteindre le bonheur. Bah trop bien résumé mec, franchement bien joué. Moi je suis sûr que ça va faire un carton. Non, mais Allez attends. gros, à plus. Mais c'est pas fini, hein. Merde. Bon, bah, le bonheur, l'éthique, c'est le but de la philosophie. Ah, pour l'atteindre, il faut étudier la nature. La physique, comment? Bah avec des outils, des règles, les canons de la connaissance. Et ça, c'est la canonique. Bah, c'est les critères dont on va se servir pour atteindre la vérité. Les critères de vérité. Il y a 4 critères qui nous permettent de l'atteindre. Les sensations, les affections, les prénotions, les intuitions. Ah, petit 1. Bah, comme on l'a vu plus tôt, les sensations sont toujours vraies. En effet, il s'agit de ce qu'on perçoit directement par nos sens. Il n'y a pas ici d'interprétation possible, car la sensation se réduit à un transfert d'atomes, et elle est donc purement matérielle. 2. Ouais, les affections, c'est le plaisir ou la douleur. Ouais, en gros, ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait du mal. Et les affections, elles suivent toujours les sensations. Ouais, les sensations s'accompagnent d'un sentiment de plaisir ou de douleur, de bien ou de mal, etc., etc. Bref, elles s'accompagnent d'un jugement quasi immédiat. C'est ça les affections. Et c'est ça qui permet le glissement de la physique vers l'éthique, c'est-à-dire vers la philosophie morale. Bah, Marcel Conche dira: Le caractère d'être agréable ou douloureux appartient à l'être, à la nature de l'agent, qui n'est donc pas seulement ressenti comme agréable ou douloureux, mais qui est agréable ou douloureux. Et ainsi, l'affection, vu qu'elle est immédiatement vécue, elle garantit elle-même sa certitude. Ouais, un peu comme la sensation au final. Genre la sensation, elle est purement physique, et l'affection, bah, c'est parce que t'as un cerveau qui réfléchit qu'elle existe. Et c'est donc là aussi un critère solide. Solide. Le feu ça brûle J'ai mal. et l'eau ça mouille. Ça chatouille. Ouais, ça reste des trucs qu'on sent avec nos sens. Ouais, du coup, quand ça fait du bien, on se doute que c'est bien. Et quand ça nous fait du mal, eh ben on se doute que c'est pas ouf. Et on va alors naturellement tendre vers ce qui nous fait du bien. Ce sont des déductions immédiates à partir des sensations. 3. Les prénotions, ça c'est lié à la mémoire. On les appelle aussi prolepses. Mais nous on va rester sur le terme de prénotion qui me semble un peu plus clair. Eh ben on forme des prénotions dans notre cerveau à partir des expériences qu'on a déjà vécues. Par exemple, je vois une prise électrique, je fourre mes doigts dedans, je prends le jus, j'ai mal. Je vois une prise électrique, je fourre mes doigts dedans, je prends le jus, j'ai mal. Je vois une prise électrique, je fourre mes doigts dedans, je prends le jus, j'ai mal. Je vois une prise électrique, je me doute que si je fourre mes doigts dedans, je risque d'avoir mal. Et bah du coup, je le fais pas. Ouais, en empirisme moderne, on appellerait ça la connaissance par inférence ou induction. Ouais, les prénotions, c'est des inférences à partir des sensations qu'on a déjà vécues. Du coup, on peut en tirer des généralités. Par exemple, toutes les girafes que j'ai vues avaient 4 pattes. Donc je peux tirer une définition générale. Les girafes ont 4 pattes. Bon bah on voit que c'est un peu moins fiable que les sensations pures ou les affections qui sont des déductions. C'est-à-dire que les affections, c'est de la connaissance déductive. Il se passe ça, donc je ressens ça. Et du coup, ça laisse pas trop de place au doute. Alors que les prénotions, c'est de l'induction. On va pas rentrer ici dans les problématiques liées à l'induction. Mais pour illustrer le problème, on peut citer ce fameux exemple. Ouais, tous les signes que j'ai vus dans ma vie sont blancs. J'induis donc que tous les signes sont blancs. Et un jour, je croise un signe qui est noir, patatrac, toute ma définition se pète la gueule. Bref, tout ça pour dire que l'induction, donc ici les prénotions, c'est un critère valable, mais quand même moins fiable que les affections et les sensations. 4. Enfin, les intuitions, c'est les appréhensions immédiates de la pensée. Ouais, là aussi, je pense que le terme intuition est plus simple à comprendre. Bon, ouais, c'est pas le truc le plus détaillé chez Épicure, et sûrement le critère le moins fiable. Ouais, genre dans la lettre à Hérodote, Épicure nous parle des rêves. Ouais, des trucs qu'on va imaginer. Ouais, par contre, il nous dit bien que si l'intuition est infirmée, alors il faut la tenir pour fausse. Et même si elle n'est simplement pas confirmée, alors il ne faut toujours pas la tenir pour vraie. Ouais, en tout cas, ça reste encore un dérivé de la sensation, comme tous les autres critères, mais c'est le plus éloigné, car on forme ses intuitions par la pensée, mais toujours à partir des sensations qu'on a déjà vécues. C'est-à-dire que les intuitions dérivent indirectement des sensations. Elles peuvent quand même se montrer utiles dans la recherche de la vérité, et constituent donc un critère valable, même si moins fiable. Moi j'ai parlé des rêves, mais les intuitions c'est aussi un raisonnement pur. Mais souvenez-vous qu'ici, l'esprit n'est que matière. Bah par exemple, je vois un truc qui ressemble à une pomme. J'ai l'intuition que ça doit être bon. Mais ça reste une intuition. Et tant que j'ai pas goûté, donc senti avec les sens, je peux pas en être sûr. Et jusqu'à preuve du contraire, ça peut aussi être du poison. Et du coup, je ne peux pas me baser que sur mes intuitions. Bah, ça peut aussi servir de guide, mais c'est moins fiable qu'une sensation, qu'une affection ou qu'une prénotion. Bon, je te fais un petit résumé. Bon, en vrai, c'est clair. Hein, La canonique nous donne 4 critères de vérité. Je te les fais du plus fiable au moins fiable. Putain. Petit 1, les sensations. Elles sont toujours vraies car immédiatement perçues par nos sens.
Petit 2, les affections. C'est giga solide car c'est une déduction immédiate de nos sensations. Petit 3, les prénotions. On les induit à partir des sensations qu'on a déjà vécues. C'est donc déjà un peu moins fiable. Petit 4, les intuitions. C'est le critère le plus foirax. C'est du raisonnement pur. Toujours à partir de l'expérience, donc des sensations, mais sans base immédiate solide. Ok, et donc? Cool, non? Bon bah grâce à ces critères, Épicure, et tout épicurien qui suit cette logique, va tirer quelques principes dogmatiques. L'univers est infini, les atomes existent, le vide existe, tout est matière, etc., etc., etc. Moi je vous fais une mini parenthèse pour les férus de logique. Aristote avait le syllogisme. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Qu'on peut traduire en logique par la formule suivante. Si P implique Q et que R implique P, alors R implique Q. Où P ce sont les hommes, Q c'est mortel, sortez pas cette phrase du contexte, et R c'est Socrate. Avec le syllogisme, on déduit un truc à partir de prémices solides. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a pas mal de problèmes qui découlent de cette logique-là. Même si pour l'époque, ça reste balèze. Chez les épicuriens, point de syllogisme. Ici, la mode, c'est ce qu'on appelle le modus tollens. Par exemple, si tout est plein, le mouvement est impossible. Or, on constate que le mouvement existe, donc tout n'est pas plein. Ça veut donc dire que le vide existe. Qu'on peut traduire par la formule suivante. Si P alors Q est non Q, alors non P. Où P c'est plein et Q c'est l'impossibilité de mouvement. Et ici c'est donc une connaissance par inférence, car on infère une conclusion à partir des prémices observées. En vrai ça paraît chaud dit comme ça, mais si vous avez fait un peu de logique, ça reste abordable. Il m'a dit c'est abordable. Il m'a dit c'est abordable. Il a utilisé ces mots A-B-O-R-D-A-B-L-E P-U-T. Tu vois, en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que chez Épicure, c'est une logique de non-infirmation. C'est encore une fois de l'induction. Genre, on constate le mouvement, donc on induit que le vide existe. Tu vois le truc? Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Ben? Ben? Ouais, pardon, est-ce que j'avais un mail important à envoyer, excuse-moi. Bon, ouais, tu vois, ça revient à se baser sur les critères de vérité. Genre les canons. La sensation, elle est toujours vraie. Donc on peut induire certains trucs. Je referme la parenthèse, mais si la logique ça t'intéresse, je peux aussi te prêter un bouquin. Celui de Denis Vernant. Introduction à la logique standard. Tu vas voir, c'est vachement clair. Ouais, je le lirai, ouais. Je continue? Ouais. Comme on l'a dit plus tôt, c'est dans la lettre à Hérodote qu'on a le plus de thèses d'Épicure en ce qui concerne l'étude de la nature. Ouais, tu te rappelles? Physique, physis, nature? Ouais, je me rappelle, ouais. T'en as rien à foutre en fait. Mais si, vas-y, enchaîne. Ok. En fait, il nous reste pas grand chose d'Épicure. 3 pauvres lettres, celle à Pythoclès sur les phénomènes météorologiques, celle à Ménécée sur le bonheur, et celle à Hérodote sur la physique. Puis quelques maximes et sentences, genre des bonnes petites punchlines. Bon bref, avec la physique, Épicure cherche à poser des vérités premières. Des trucs solides sur lesquels on va pouvoir construire tout le reste de la philosophie. La canonique, c'était les critères de vérité, et la physique, c'est genre une grille d'interprétation du réel. Comme chez Anaxagore ou chez Démocrite, pour Épicure, rien ne naît de rien. Ou comme dirait Lavoisier, rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des modifications. En gros, il n'y a que des atomes qui s'assemblent et se désassemblent de manière différente. Du coup, pour Épicure, l'univers est infini. Et en effet, rien ne s'oppose à l'existence d'une infinité de mondes. Les atomes sont en nombre infini, illimité, et du coup, il peut y avoir plusieurs univers, plusieurs cosmos, plusieurs mondes au sens giga large du terme. Et il en suit donc que vu que notre univers n'est qu'un agrégat particulier d'atomes, il peut se désintégrer. Pouf! Et genre ça, c'était impensable à l'époque. Notamment pour les platoniciens par exemple. Parce que c'est Dieu, le démiurge, qui a créé le monde. Donc il ne peut pas y en avoir d'autres. Et ce monde ne peut pas non plus se désagréger comme ça. Pouf! Du coup ici l'univers total est constitué à la fois d'atomes en nombre illimité et aussi de vide en quantité illimitée. Car si le vide était infini et le nombre des corps fini, ceci ne resterait nulle part, mais serait transporté et dispersé à travers le vide infini. Si d'autre part le vide était limité, il n'y aurait pas de place pour contenir les corps en nombre infini.
Et comme on l'a vu avec la canonique, la sensation, qui est toujours vraie, nous prouve que les corps constitués d'atomes existent réellement, tout comme le mouvement de ces corps, qui nous prouve aussi l'existence du vide. Les atomes, qui sont insécables et éternels, genre il n'y a pas de truc plus petit, ils ont toujours existé et existeront toujours, ont donc un mouvement continu au sein du vide infini. Les atomes, ils ont donc 3 propriétés qu'on peut poser là. Petit 1, ils tombent, genre ils sont soumis à la gravité. Petit 2, ils ont des grandeurs différentes, genre des tailles différentes quoi. Petit 3, ils ont des formes différentes. C'est grâce à ces différentes qualités que les atomes vont pouvoir former des corps différents. Si ça vous paraît chaud à comprendre, vous pouvez faire un parallèle avec le tableau périodique des éléments. Il y a des éléments de base, genre hydrogène, carbone, etc., qui composent toute la matière et donc toute la nature. Épicure, il avait pas tous ces outils là, et du coup il appelle tout ça les atomes. Et ils ont donc seulement 3 qualités distinctes. Le poids, genre la gravité, la forme, plusieurs formes différentes d'atomes, et la taille. Ils font pas tous la même taille. Et puis le vide, comme on l'a déjà dit, il existe nécessairement. Sinon, aucun mouvement ne serait possible. Je remets pause là. Je trouve pas que c'est le bon moment pour un petit point précision. En vrai, c'est limpide, t'es pas obligé, hein. T'inquiète, je l'ai déjà tourné. Même quand ils sont agrégés entre eux, les atomes sont toujours en mouvement dans le vide. Ils vibrent en permanence. Et c'est pour ça que les corps ne sont pas immortels. Ils se désagrègent petit à petit. Car les amas d'atomes sont instables. Ils sont toujours en mouvement. Et c'est quoi le truc avec le poids, la gravité et tout ? Les atomes tombent dans le vide. Mais ils ne tombent pas de manière parallèle. Sinon, ils ne s'entrechoqueraient jamais. Il y a une petite inclinaison qui leur permet de dévier et donc de créer des choses, des corps. Et cette inclinaison, on appelle ça le clinamen. Et c'est ça qui va laisser la place au hasard, au chaos, et qui va permettre à Épicure de sortir du déterminisme pur et dur. C'est plutôt chez Lucrèce qu'on va trouver les arguments du clinamen. En effet, il nous dit que d'une part, s'il n'y avait pas cette inclinaison, aucune chose n'aurait jamais pu se former, et donc pas d'univers. Et d'autre part, la liberté n'existerait pas, car tout serait parfaitement mécaniquement déterminé. Encore une fois, on voit que c'est assez moderne ces questions sur le hasard et la nécessité, la question du déterminisme dans un monde purement matériel. Là, Épicure, il a 2 doigts de la physique quantique en foutant du chaos dans le mouvement des atomes, de l'indéterminisme. J'exagère, mais je trouve ça quand même assez stylé. Bref, se pose alors la question de l'origine de l'univers. Et là, Épicure nous dit... Il n'y a pas de commencement à ce processus, étant donné que les atomes et le vide existent de toute éternité. Les univers multiples et infinis ont toujours existé, et existeront toujours, selon les mêmes principes, mais dans des formes différentes. Nous les humains, on fait partie intégrante de cette nature, et grâce à nos sens, on peut l'apercevoir. La percevoir. Et la perception permet d'imprimer des images en nous. Genre, j'ai vu une girafe, c'est bon, j'en ai l'image mentale. Ça, c'est comme en papeterie. On appelle ça une impression. Les images des objets, donc des corps, s'impriment en nous. Et ces images, on peut les appeler des simulacres. Car l'image, c'est pas l'objet lui-même. C'est une copie. Ça, Épicure, il va l'expliquer par un transfert d'atomes, qui part de l'objet pour venir taper sur nos organes sensoriels. Ça part de la girafe, et pouf, ça tape dans mon œil. Et il nous dit que ça se fait à une vitesse de ouf. Genre quasi instantané. Et du coup, on perçoit l'objet tel qu'il est au moment présent. On en revient donc ici à dire que la sensation, elle est toujours vraie pour Épicure. L'erreur ne peut venir que dans les jugements qui vont accompagner ces sensations. Genre, je vois une girafe, ça prouve que cette girafe existe réellement. Je trouve la girafe moche, ça c'est une opinion. Ça veut pas dire que la girafe est moche en soi. Je veux pas faire un truc trop long sur les simulacres chez Épicure, mais je t'invite à aller creuser le sujet si ça t'intéresse de savoir comment un objet peut émettre en permanence des atomes sans se désintégrer. J'ai hâte, dis donc. Tu sais quoi ? Continue, je t'écoute, continue. Cette soif de savoir, je te reconnais bien là. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la sensation et la perception sont toujours vraies. T'es au chiottes ? En gros, il faut s'intéresser à ce qui va modifier l'appréciation de nos jugements. On pourrait parler de psychologie. Ça veut dire étude de l'âme. Gros, je chie là. Je t'attends pour la suite ou pas ? Vas-y, enchaîne. On n'oublie pas que l'âme ici, ce n'est ni la chanteuse, ni une raison pure, transcendantale, métaphysique ou quoi. Chez Épicure, tout est matière. L'âme, c'est des atomes. Mais ça empêche pas de raisonner. Pareil, le mec, il a pas les outils qu'on a maintenant. Mais on peut voir ça comme un cerveau. Genre un organe particulier avec des neurones et tout. Et qui nous permet de réfléchir, de penser, de juger, et de faire bouger tout le reste du corps. Du coup, comme c'est aussi un agrégat particulier d'atomes, l'âme peut théoriquement exister sans le corps. Mais il y a 2 problèmes. Elle n'a plus accès à aucune sensation, donc elle perd toute son utilité. Et comme elle n'est pas contenue dans rien du tout, elle va se désagréger hyper rapidement. La mort, c'est la désagrégation de tout ce qui compose le corps, y compris l'âme. Du coup, le corps meurt et l'âme se dissipe dans le grand tout. L'âme, c'est genre un corps dans un corps.
Et le seul truc qui est incorporel chez Épicure, c'est le vide. Les atomes, le vide. Ouais, du coup, les dieux, c'est quoi si c'est pas des trucs justement purs, immatériels, incorporels et je ne sais quoi? Parce qu'on dit bien qu'un dieu, c'est un truc immuable, parfait, etc. Et ben en fait, Épicure, il nous dit que ce qui est bienheureux et incorruptible n'a pas soi-même d'ennui ni n'en cause à un autre, de sorte qu'il n'est sujet ni aux colères ni aux faveurs. En effet, tout cela se rencontre dans ce qui est faible. Bah du coup, comme les dieux c'est des trucs parfaits et tout, bah ils n'ont aucune raison d'intervenir dans le monde ou même de faire quoi que ce soit dans l'univers. Bah ouais, tu peux pas les mettre en colère vu qu'ils sont ultra sages, et vu qu'ils sont ultra sereins et tout, tu peux pas non plus leur faire plaisir en priant ou en leur offrant des trucs. Et avec ça, Épicure nous dit qu'il faut se détacher des croyances, style la colère des dieux et tout, qui n'existent donc pas, pour se concentrer sur les affaires qui nous intéressent. Il ne faut pas craindre les dieux. Car vu qu'ils sont parfaitement parfaits, et bah ils s'en balèquent de ta vie. Ouais, les dieux ont atteint la fameuse ataraxie. Ils ne peuvent pas être troublés, par rien du tout. Et ça, peu importe ce que les mortels font ou ne font pas. Donc les dieux s'en balèquent des humains. Donc pour les humains, bah, on s'en balèque des dieux. En fait, il faut se concentrer sur soi-même, sur ce qu'on peut connaître et ce qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire pas grand-chose. Bref, c'est assez original pour être souligné. Épicure nous propose une sorte de théologie matérialiste. Tout est matière. Les dieux sont des agrégats d'atomes gigastables, et ils ne sont donc pas affectés par les agrégats d'atomes pas stables, c'est-à-dire les trucs mortels, genre les humains quoi. Et du coup, il n'y a pas un être qui règle ou qui gouverne le tout. Et ouais, ça c'est encore une raison pour laquelle tout le monde a taillé Épicure, car il pense que les dieux ils font partie intégrante de la nature, et qu'ils ne dominent rien du tout. Et malgré tout, pour lui, les dieux existent, et ce, de manière certaine. Et c'est même un modèle à suivre pour nous autres pauvres mortels. Il faut atteindre l'ataraxie, la sérénité ultime, l'absence de trouble de l'âme. Bah c'est eux, ouais, les dieux, qui nous fournissent le modèle à suivre pour atteindre le bonheur. Bah du coup, c'est un modèle naturel, matériel, auquel on doit tenter de ressembler. Et comme le dit Jean Salem, la nature n'est rien autre chose, en effet, que le processus qui, sans finalité préalable, a pour effet la production de tous les êtres, des mondes, des agrégats inorganiques, des vivants et des hommes. Et du coup, tout ce qui est phénomène naturel, genre la foudre et tout, c'est simplement lié au mouvement des atomes. Rien à voir avec les dieux. Les dieux, eux, ils n'influent en rien sur le monde. Et là, Épicure drop le mic. Il n'y a pas de droit divin, de héros ou de mec favorisé par les dieux ou quoi, rien. Et c'est balèze pour l'époque. Tout le monde peut devenir sage. Que tu sois né dans un palais ou dans une poubelle, que tu sois homme, femme, que tu sois libre ou esclave. Tout le monde peut et doit philosopher en vue d'atteindre le bonheur. Et on le rappelle, sagesse, bonheur, c'est lié, c'est l'absence de troubles, la sérénité, l'ataraxie. Ouais, la sagesse, c'est la santé de l'âme. C'est ça qu'on va retrouver dans la fameuse lettre à Ménécée. Allez, viens voir. J'ai pas fini. Non mais si, viens, tu vas voir, c'est trop bien. Tiens. Il est où le bonheur? Il est où? Coucou. Et du coup, on l'a vu, le but de la vie, c'est le bonheur. Et tout le monde doit chercher à l'atteindre. Ça va? Tu t'en sors? Je suis pas arrivé. Allez, enchaîne. Bon bah je reprends. Du coup, comme la vie ça dure qu'un instant, bah faut philosopher. Philosopher, c'est aimer la sagesse, tendre vers le bonheur et pas s'encombrer de problèmes à la con. Ok, mais enchaîne, mais genre mieux. Ouais, Épicure va nous proposer une médecine de l'âme. Ouais, pour atteindre la santé de l'âme, la tranquillité quoi. C'est genre une psychiatrie, pour se connaître soi-même, se comprendre et tendre enfin vers le bonheur. Tétrapharmakos. Ouais, ça c'est développé dans la lettre à Ménécée, et on peut le découper en 4 parties. Petit 1, il ne faut pas craindre les dieux. Petit 2, il ne faut pas craindre la mort. Petit 3, on peut supporter la douleur. Petit 4, on peut atteindre le bonheur. Ouais, ces 4 parties, c'est en fait 4 préceptes ou remèdes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le tétrapharmakos. Ouais, ça veut dire quadruple remède. Ouais, c'est les 4 ingrédients pour apaiser notre esprit. En gros, pour détailler ça un petit peu, petit 1, il ne faut pas craindre les dieux, car comme on l'a vu dans la physique, ils font leur live dans leur coin et n'ont donc aucune influence sur le monde. Donc, pas de stress. Petit 2, la mort c'est pareil. Quand je meurs, mes atomes se dispersent et je ne peux donc plus rien sentir. Et quand je suis vivant, bah je suis pas mort. Donc ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus. 3. Pour ce qui est de la douleur, c'est là où ça change comparé à un hédonisme de base.
En fait, chez Épicure, la recherche du plaisir, elle se base sur un calcul. Ouais, si on subit un peu de douleur, mais en vue d'un plus grand plaisir, alors ça vaut le coup. C'est une prudente estimation des plaisirs et des peines qui doit nous guider. Ouais, genre, tu vas en chier pendant 5 heures de randonnée bien hardcore, c'est une douleur, mais au bout du compte, t'as une vue de dingue, un plaisir immense. Et ce plaisir, il compense largement la petite douleur que t'as pu endurer. Petit 4, pour le bonheur, justement, vu qu'on a cette capacité à calculer les plaisirs, les peines, on peut l'atteindre. Avec la prudence, l'examen, en se connaissant soi-même et en étudiant la nature, on peut clairement arriver à atteindre la fameuse ataraxie. Ainsi, la philosophie, la science suprême, c'est un art de vivre. C'est une pratique en vue d'atteindre le bonheur. Ouais, c'est donc pas un carpe diem, mais c'est une sage pondération des plaisirs et des peines en ce qui concerne les choses qui nous concernent. Il faut certes se concentrer sur le moment présent, le réel, mais en ayant toujours seulement le bonheur en ligne de mire. Ouais, on garde bien en tête qu'on est armé par notre expérience, qui vient de notre sensation, de notre perception, nos affections, tout ça. Ouais, du coup, comme il faut se connaître soi-même, il faut qu'on voit ce que c'est un désir, une envie, une passion, et lesquels sont importants ou pas, afin de mieux cibler ce qu'on doit faire. Bon déjà, un désir, c'est pas un plaisir. Un désir, c'est un plaisir qu'on imagine. Bon bref, Épicure écrit à Ménécée. Et il faut voir que parmi les désirs, certains sont naturels, d'autres vides, et que parmi les désirs naturels, certains sont nécessaires, d'autres seulement naturels. Et parmi les désirs nécessaires, certains sont nécessaires au bonheur, d'autres à l'absence de perturbation du corps, d'autres à la vie même. Ouais, il y a donc 3 sortes de désirs. Il y a les désirs naturels et nécessaires, genre boire, manger, dormir. Naturels et non nécessaires, genre niquer, boire de l'alcool, manger à se faire péter la panse. Et les désirs non naturels et non nécessaires, genre l'argent, la gloire, etc. On comprend direct que chez Épicure, faut se concentrer sur ce qui est naturel et nécessaire. Et qu'il faut éviter au maximum les trucs futiles, c'est-à-dire les désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires. Ouais, ceux-là, ils naissent de l'opinion et ils viennent encombrer notre esprit. Et il faut donc les limiter au maximum, voire totalement les supprimer, et se concentrer sur la base. Boire, manger, dormir, kiffer la life avec des potes, mais sans jamais trop tomber dans l'excès. Ouais, il faut modérer tout ça afin d'avoir l'esprit clean et serein. Ouais, car même ce qui est naturel, et pas forcément nécessaire, c'est bien, mais il faut quand même le limiter. Genre pas bouffer à se rendre malade, pas tomber dans la jalousie lorsqu'il s'agit de désirs sexuels, pas se la coller tous les soirs, etc. Les yeux, dit-on parfois, sont d'ordinaire plus gros que le ventre. L'esprit, dit plutôt Épicure, est beaucoup plus gros que la chair. Celui-ci invente, en effet, des recettes pour relancer artificiellement l'appétit au risque de compromettre la santé du corps et, par contre-coup, la sienne propre. Épicure, avec son quadruple romaine, nous propose donc un mode de vie, une hygiène mentale qui régule nos passions au lieu de chercher à les supprimer totalement, comme chez certains philosophes. Je pense là à Platon ou même Descartes ou à Kant. Tu veux qu'on en parle vite fait ? Non, t'en fais pas. Les désirs ici, c'est un truc naturel. Faut juste les comprendre pour tirer un max de kiff dans la vie. Tu sais, le calcul des plaisirs et tout. Ouais, mais je t'ai dit non. Si, le sage, il est mesuré, pondéré et prudent. Ça veut pas dire qu'il faut pas se faire des craquages de temps en temps. Un bon repas, une grosse teuf, etc. C'est juste, faut pas faire que ça. Du coup, en fait, tu m'écoutes même plus, quoi. T'as vu, c'est agréable, hein ? Allez. Ainsi donc, l'habitude des régimes de vie simples et non profus et constitutifs de la santé rend l'homme résolu dans les nécessités de la vie courante, nous met dans les meilleures dispositions lorsque, par intervalles, nous nous approchons de la profusion et, face à la fortune, nous rend sans peur. En fait, ça va dans les deux sens. Genre, on a vu que tous les désirs ne sont pas bons à suivre. Et c'est pareil, toutes les peines ne sont pas à éviter. Genre tu te tapes une vieille gueule de bois, mais t'as tellement kiffé la soirée la veille que ça en vaut la peine. C'est une sorte d'équilibre entre les plaisirs et les douleurs, en calculant c'est quoi qui vaut le plus le coup. On a bien vu que chez Épicure, le plaisir c'est le principe de la vie, en vue d'atteindre le bonheur. Mais le plus grand bien, c'est la prudence, la pondération, le calcul. Le sage calcule vite et bien ce qu'il doit faire ou alors ce qu'il doit choisir d'éviter. Et ça, c'est grâce, on l'a vu, à la canonique, grâce aux critères qui nous permettent de savoir ce qui est vrai et ce qui est foireux. Du coup, là aussi, c'est assez moderne. C'est une morale sans obligation ni sanction. Ça, c'est le titre d'un bouquin de Guyot. Il était fan d'Épicure. Attends, rappelle-moi 2 secondes, c'est qui Épicure ? Tu te fous de ma gueule, là ? Bah ouais. Y a pas de sanction divine, de récompense divine ou d'obligation morale. C'est à toi de te connaître toi-même et d'agir en fonction de ce que tu sais être bon ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut philosopher, prendre soin de soi, de son corps et de son âme. Tout ça, c'est encore mieux de le faire entre potes.
entre des gens qu'on apprécie et qu'on aime. Ouais, t'inquiète, hein, je vais pas m'étendre ici sur la notion d'amitié chez Épicure, mais c'est une partie assez importante. Bah, je t'invite à aller creuser et lire des trucs à ce sujet. Tu vas voir, c'est giga stylé, ça soulève quelques questions sur les notions d'intérêt et d'utilité. Ouais, giga stylé, mais t'étends pas plus, hein, enchaîne. Okay. Bref, tendre vers le bonheur, c'est donc vivre tel un dieu. Puisque vous vous rappelez, les dieux, ils sont gigastables, ils sont pas troublés et tout. Et c'est sur ça qu'Épicure conclut la lettre à Ménécée. Bah, si tu suis ses conseils, ses remèdes là, et ben tu vivras comme un dieu parmi les hommes. Ouais, il ne faut pas craindre les dieux car ils s'en foutent, ne pas stresser par rapport à la mort parce que t'es vivant, bien calculer les plaisirs et les peines, afin de, par la limitation des désirs, arriver à atteindre le bonheur. Tétrapharmakos. Je suis plus fort que vous tous. Que ce soit en lecture, que ce soit en culture, ou que ce soit en philosophie de la vie, et je vivrai plus longtemps que vous. C'est pas des coups de barre de fer en pleine gueule qui me font ramper. Je suis à l'image de Dieu, et Dieu est à mon image. Je suis aussi grand que Dieu, et Dieu est aussi petit que moi. Ah, pour conclure, on peut résumer tout ça en... Te prends pas la tête sur les trucs que, de toute façon, tu peux pas maîtriser. Examine tes envies et tes désirs en fonction de ton expérience afin de tendre un max vers le bonheur. C'est là le but de la life. Sois heureux, kiffe avec tes potes et agis toujours selon ce que tu sais être bien. Attends. Tout ça pour ça? T'aurais pas pu mettre juste cette phrase au final là? Ouais, je trouvais ça pas mal d'expliquer un peu le contexte et tout. Ouais, bah tu sais quoi, je me casse. Allez. Ciao! On s'appelle? Je suis sûr qu'il a kiffé. Allez, je termine. Bah, je vous mets ici mes sources et mes conseils de lecture, pour que vous puissiez aller par vous-même creuser encore plus le sujet. Car moi, je suis qu'un simple vulgarisateur. Diogène Laërce, Vie, doctrine et sentence des philosophes illustres. Carlos Lévy, les philosophes hellénistiques. Épicure, lettres, sentences, maximes. Épicure, lettres à Ménécée. Jean Salem, les atomistes de l'Antiquité. Long et Shelley, les philosophes hellénistiques. Pierre Boyancé, Lucrèce. Léon Robin, la pensée hellénique. Ouais, il y a plein d'autres bouquins sur le sujet, mais moi j'ai principalement utilisé ceux-là, mes cours de philo et quelques dictionnaires de philo aussi. Bah, n'oubliez pas non plus qu'Internet est votre ami, et qu'en creusant un peu, vous allez trouver plein de trucs sur ce bon vieux Épicure. Bah, je pense notamment à la thèse de Karl Marx, qui s'intitule Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure. C'est trouvable sur Wikisource. Il y a plein d'autres chaînes YouTube qui en parlent très bien. Je pense notamment au Précepteur qui a fait 2 vidéos sur Épicure. Il y a aussi Cyrus North qui en fait une qui résume le truc en 5 minutes et une sur le bonheur chez Épicure. Ou alors Laura Lange qui fait un giga résumé en 2 minutes. Bah, j'en oublie sûrement plein d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, moi je vous mets déjà celle-là dans la description. Moi de mon côté, je vous sortirai aussi une lecture de la lettre à Ménécée. Comme ça, si vous avez la flemme de lire, vous pouvez juste écouter ma douce voix. Bon bah sur ce, portez-vous bien, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.